Aujourd'hui, on est marqué à la fois par la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire de la Covid-19, qui ont conduit, c'est sans doute une bonne chose, nombre d'observateurs et sans doute d'acteurs de la vie publique à retomber sur Terre, sur le plancher des vaches, si on peut dire. L'explosion de l'économie numérique, qui envahit la vie quotidienne des gens, comme le fonctionnement des institutions d'ailleurs, a pu donner quelque temps l'impression que tout devenait virtuel, que tout se passait sur les réseaux sociaux, que l'on choisissait ses communautés d'appartenance, que les GAFAM suffiraient à répondre aux besoins individuels, constitueraient la nouvelle architecture du collectif. Transcendant les GAFAM bien souvent les nations, tant sur le plan intellectuel que sur le plan financier, et leur disputant finalement la souveraineté, abolissant les corps intermédiaires. Je pense que là, un point à retenir. Dans beaucoup de pays, des mouvements populaires d'un type nouveau, souvent provenant des réseaux sociaux, comme des espèces de flash mobs, les printemps arabes, les parapluies à Hong Kong, les individus en Espagne, connaissent plus ou moins un atterrissage ou une récupération politique, mais leur caractéristique commune, je pense, c'est de vouloir réoccuper l'espace public. Il y avait eu aussi Occupy Wall Street, réoccuper l'espace public avec un symbole concret. Alors en France, ce furent les Gilets jaunes, qui au départ ne demandaient ni le RIC, ni la suppression de l'ENA, mais simplement que l'on s'opposait à l'augmentation de la taxe sur le gasoil, et ils voulaient plus généralement que tous les handicaps supportés par les habitants des périphéries soient levés. On redécouvre l'espace et le temps. La gestion du maintien de l'ordre lors de ces événements a donné lieu à de nombreuses critiques, et certaines leçons en ont été tirées. Mais il en est une, à mon sens, qui reste à affirmer, c'est qu'on ne peut assurer le rétablissement et le maintien de l'ordre que de près, comme je dis, à portée de boulons et de pavés. À 500 km, devant un mur d'écran, on croit maîtriser la situation, mais on risque de faire le matamor. En face à face, on négocie jusqu'au bout. C'est pourquoi il faut, sur place, dans chaque département, une autorité responsable du fait que force restera à la loi de la République, et jusqu'à présent, cela s'appelle un préfet. Alors, j'appelle notre attention sur une vigilance à avoir sur les réformes des services territoriaux de la sécurité. J'utilise ce mot, moi je n'aime pas le mot force de sécurité intérieure, qui est plein d'illusions, on pourra y revenir si mon avis peut vous intéresser. Attention à la réforme, il faut bien que ce soit une autorité administrative, civile, qui mette en branle la force publique, qui ne peut pas se mettre en branle toute seule. Donc Gilets jaunes, déjà une grosse perturbation de la vie sociale et nationale, et puis la pandémie. Nul n'a pu nier le caractère chaotique de la gestion de la crise sanitaire. Certes, le virus était inconnu, mais la France disposait d'un plan pandémie interministériel qui aurait permis une gestion territoriale différenciée sur le terrain par les préfets en lien avec l'ensemble des acteurs, au premier chef les maires et les collectivités territoriales. Ce plan n'a pas été déclenché. Ce choix incompréhensible a été lourd de conséquences. On s'est contenté d'un plan sectoriel hors SAN, géré par les ARS. Alors tardivement, on a redécouvert le couple maire-préfet, mais pour bien vite l'oublier. Alors ce n'est pas vraiment lié au caractère centralisé ou pas de notre organisation administrative. Dans les pays fédéraux ou d'autonomie, ils ont dû prendre dès mars 2020 des textes pour permettre à l'autorité nationale, nonobstant la compétence de droit commun, par exemple en Allemagne des Länder, il y a une loi pour donner capacité d'action à la chancelière. Et ce qui est important, en fait, l'efficacité a dépendu de quoi, en réalité? De la capacité de coordination entre toutes les différentes autorités, un rôle que ni le ministre de la Santé au niveau national, ni les ARS au niveau territorial ne pouvaient jouer. Alors, le constat, c'est que, non, nous ne sommes pas des avatars dans un monde virtuel. Nous sommes des individus en chair et en os qui se déplacent, qui ont des besoins vitaux, qui s'affrontent parfois physiquement, qui souffrent et qui peuvent mourir.
Et toutes ces réalités nécessitent une organisation collective sur le terrain, et ce sont les missions des services territoriaux de l'État. Alors, j'écarte, le faut-il, à ce stade, l'hypothèse de la disparition du préfet et de son remplacement éventuel. Ça a été évoqué quelquefois dans différentes phases de la décentralisation par un élu ministre-président ou gouverneur. En effet, nous sommes sous le régime de la réforme constitutionnelle de 2003, accompagnant l'acte 2 de la décentralisation, qui a confirmé l'organisation de type préfectoral tout en modifiant le statut. En effet, jusqu'à 2003, l'article 72 de la Constitution parlait d'un délégué du gouvernement dans une circonscription administrative de l'État. Et que depuis le 29 mars 2003, le préfet est un représentant dans les collectivités territoriales. Il y a donc un ancrage du préfet vis-à-vis des collectivités territoriales et je considère qu'il a des devoirs à leur égard, que c'est constitutionnel. Il n'est plus délégué du gouvernement, même si le côté politique de cette fonction subsiste, puisqu'il est quand même le représentant de chacun des membres du gouvernement auprès de ces collectivités territoriales. Ça permet de rappeler que l'éducation nationale, les finances et aujourd'hui la santé, même s'ils s'organisent en autonomie sur le territoire, eh bien non, leur ministre n'a qu'un seul représentant, le préfet. Voilà. Alors la rédaction de 2003 a rajouté l'expression représentant de l'État, ce qui entérinait en fait une formule qui était déjà bien présente dans les lois et les décrets. Et pour moi, je traduis cette double fonction par cet adage que Madame la Présidente a déjà dû m'entendre dire. Le préfet est le représentant sur le territoire de l'État dans sa permanence et des gouvernements dans leur alternance. Voilà. Alors, on parle maintenant, et ça a même été annoncé hein, et entériné dans un texte, de la suppression du corps préfectoral. Alors, pas des préfets, pas de la fonction, mais du corps. Et c'est quand même très important. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire, un débat corporatiste. En effet, l'institution préfectorale remonte au consulat, mais la création du corps, en 1950, s'inscrivait dans un mouvement de modernisation de l'administration dans l'après-guerre, à la suite de la création de l'ENA en 1945. Alors, la littérature nous avait dressé des portraits rarement flatteurs des préfets d'avant-guerre, mondains ou très politiques, recrutant leurs collaborateurs dans leur entourage, etc. Donc, la création du corps préfectoral est une rupture, c'est une professionnalisation et la reconnaissance d'un métier. Elle s'est accompagnée de la définition de modalités de recrutement chez les sous-préfets pour l'essentiel, mais aussi d'éléments extérieurs, qui, soit par la voie de la promotion interne, cadre national des préfectures, du tour extérieur, du détachement, ils sont maintenant, ces recrutements, majoritaires chez les sous-préfets, et chez les préfets, c'est à peu près 50-50 entre les préfets issus de l'ENA et les autres. Alors, à noter que les précédentes réformes touchant le corps préfectoral avaient été faites en cohérence avec des réformes plus larges de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Donc 1950, création du corps, 1964, modification du statut, réforme du statut, qui accompagnait en fait l'amorce d'une décentralisation avec la création de la DATAR et simultanément de directions départementales, les DAS, DDE, DDA, etc. Les décrets du 10 mai 82, instituant les commissaires de la République et précisant leur pouvoir, avec les principes de déconcentration, faisaient immédiatement suite à la loi du 2 mars 1982, la grande loi de décentralisation. La nouvelle modification du décret statutaire des préfets en 2004 se situait dans la droite ligne de l'acte 2 de la décentralisation de 2003. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de réformer le statut du corps préfectoral, mais de le supprimer sans qu'on puisse discerner de lien évident avec une grande étape de la décentralisation, car je ne suis pas sûr qu'on puisse qualifier ainsi le projet 4D. Alors, cet impact de la fonctionnalisation, on peut dire au fond, est-ce bien si grave? Elle va permettre le recrutement de préfets complètement extérieurs au service public dans des proportions non contingentées. Je n'y suis absolument pas hostile, je l'ai pratiqué en tant que gestionnaire du corps. Hein. Mais
il faut des proportions. Les préfets ont toujours été nommés, révoqués à la discrétion du gouvernement. Décret du président de la République, passage en Conseil des ministres. Et comme je dis, nous avons en tant que préfet un mandat de 7 jours renouvelable, on le sait. Mais le pourcentage de préfets complètement extérieurs à l'administration était limité à l'origine au 5e de l'effectif global, pourcentage qui a été porté au tiers en 2009, donc au moment où j'ai été secrétaire général du ministère. En tant que gestionnaire du corps, j'ai pratiqué ces recrutements diversifiés qui, à dose maîtrisée, apportent une expérience différente qui enrichit le métier. Mais si l'on ne veut pas perdre en compétences, c'est quand même très compliqué à gérer. Déjà, une nomination de préfet, c'est une alchimie subtile. On doit trouver la correspondance entre un profil, c'est pas seulement des compétences, c'est aussi un tempérament, avec une collectivité départementale, son terrain, ses caractéristiques, ses élus aussi, hein, et enfin des circonstances et des enjeux qui sont variables dans le temps. Et à ces facteurs communs à toutes les nominations préfectorales s'ajoute pour les apports extérieurs la mise en place d'une formation, d'un mentorat plus ou moins formalisé, et l'accueil par une équipe de collaborateurs solides qui vont initier leur patron aux spécificités du métier. Alors, la gestion des corps, elle est très liée, pour moi, à la connaissance structurelle et conjoncturelle du territoire. C'est pourquoi son transfert éventuel à la DIES, à la Direction interministérielle de l'encadrement supérieur de l'État, serait pour moi une perte de lien avec le territoire. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut éviter et garder une gestion du corps à la DEMAT au ministère de l'Intérieur. Pour résumer, la fonctionnalisation emporte plusieurs risques. Un excès de politisation, une perte de compétences et une mauvaise adéquation aux collectivités territoriales. Alors, à ce stade, je voudrais m'interroger avec vous sur la notion de cadre dirigeant et sur la notion de corps intermédiaires. Car dans cette réforme de la haute fonction publique, on voit disparaître en réalité la notion de cadre dirigeant de métier. Actuellement, on considère qu'environ les 600 hauts fonctionnaires nommés en Conseil des ministres constituent les cadres dirigeants de l'État. Et aujourd'hui, on ne nous parle plus qu'une vaste catégorie d'encadrement supérieur de l'État. On a d'abord entendu les 12 000, maintenant c'est les 13 000. Mais alors, est-ce que les hauts fonctionnaires de métier sont voués à la simple mise en œuvre, comme le répète la ministre de la Transformation publique, ou bien sont-ils toujours des fonctionnaires de conception et de direction ? Alors, cet écrasement de la hiérarchie, on le constate dans les grandes entreprises, les GAFAM que j'évoquais tout à l'heure, où il y a quelques génies créateurs et puis ensuite des gens sûrement très diplômés, mais qui sont là pour la mise en œuvre. Bon. Cet écrasement de la hiérarchie ne procède-t-elle pas du même mouvement de contournement des corps intermédiaires que les collectivités locales ont pu constater à leur détriment dans la gestion de la pandémie ? Or, les politiques publiques sont très souvent partagées entre l'État et les collectivités locales et elles ne peuvent être conçues sans associer ceux qui, services déconcentrés et collectivités territoriales, seront chargés de leur mise en œuvre, au risque de passer à côté de difficultés qui généreront des couacs, des rétropédalages, etc. Un indice, c'est la faiblesse des études d'impact des textes législatifs ou des évaluations a priori des politiques publiques. Une circulaire du Premier ministre du 19 avril 2021 définit la feuille de route des préfets, avec une dizaine d'indicateurs à choisir parmi 68 politiques prioritaires. Cette méthode strictement descendante est pour moi regrettable. Nous avions, depuis les années 2000, et ça figure toujours dans les textes, l'idée de l'élaboration d'un projet d'action stratégique de l'État en région et dans les départements, qui montait du terrain, qui devait bien sûr être validé par les ministres eux-mêmes, mais qui permettait au préfet d'élaborer lui-même sa feuille de route en lien avec l'ensemble des acteurs locaux. Et on voit aussi dans les exercices de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales une insuffisance, voire un escamotage de la phase d'analyse commune ex-ante des besoins de la collectivité et des populations pour se résumer parfois à faire rentrer les projets locaux dans des cases prédéfinies. Alors, j'ai entendu sur la fin de la séquence précédente les questions sur niveau régional et niveau départemental. Alors, avec les vagues successives de décentralisation,
de nombreuses missions opérationnelles de l'État, qui étaient pour l'essentiel exercées au niveau départemental, ont été transférées aux collectivités territoriales, notamment aux départements. Hein, les routes de la DDE, le social de la DAS, ou alors aux communes avec l'urbanisme qui a été un énorme paquet dans la décentralisation. Alors, on pourrait disserter, ce n'est sans doute pas le lieu, sur la manière dont ces transferts ont été réalisés, répondant plus à une logique administrative qu'à des blocs de compétences. Et après plusieurs vagues de transferts, il fallait recomposer dans un périmètre réduit. Ayant été rapporteur général de la REAT, la réforme de l'organisation administrative de l'État en 2007, j'avais essayé de fonder cette réorganisation sur quelques principes directeurs. J'ai proposé que les services régionaux, regroupés dans 8 pôles préfigurant les directions correspondant au bloc ministériel, qui puissent attirer des expertises spécialisées dont l'État a toujours besoin sur le territoire, soient consolidés. On pouvait observer déjà à l'époque, et depuis longtemps, que cette expertise n'existait plus, sauf exception au niveau départemental. Il fallait éviter les doublons aussi avec les collectivités territoriales. En revanche, il fallait répondre aux besoins de proximité de la population, et notamment au regard de l'extension de la numérisation de l'administration et des téléprocédures. Il fallait donc réorganiser les services départementaux de l'État, non plus selon des découpages ministériels, mais selon un vécu local, selon les besoins des citoyens, des usagers, des contribuables, comme on disait à l'époque. Certaines administrations s'étant exonérées de cet exercice, éducation, finances et même santé, eh bien, les missions interministérielles pouvaient être recomposées autour de la mission générale de l'État sur le territoire, mission de protection. Protection des personnes et protection des territoires. Alors, selon les endroits, ça a donné lieu à 2 ou 3 directions interministérielles locales. Simultanément, j'avais proposé que l'on valide, ça existait déjà, hein, mais que l'on rende plus clair la subordination des préfets de département aux préfets de région, s'agissant de l'adaptation et de la mise en œuvre des politiques publiques. En revanche, j'avais proposé, ça a été évidemment adopté, une responsabilité totale du préfet de département pour la sécurité, la gestion de crise et la gestion de l'immigration. C'est ce qui a été inscrit dans les décrets de 2009. Mais alors, la création des grandes régions a bousculé cet équilibre et appelle sans doute une reconfiguration du réseau, y compris jusqu'au réseau des sous-préfectures. Alors, une circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019, c'était le précédent gouvernement, relative à l'organisation territoriale de l'État, affiche de bonnes intentions. Ceci dit, simultanément, l'agencification et l'autonomie de certaines administrations n'ont pas été remises en cause. Voilà. Alors, pour conclure ce propos introductif, je pense que l'organisation territoriale de l'État a un lien fort avec celle des collectivités territoriales, mais n'est cependant pas séparable de l'évolution de l'État central et de ses opérateurs. Une partie de la réponse réside dans l'architecture de la LOLF et la portée de ses programmes. Il y a eu des efforts entrepris pour éviter la constitution de trop nombreux silos qui se voudraient autarciques et peu enclins à la déconcentration, mais ces efforts sont encore trop légers. Un autre déterminant des missions de l'État, c'est la judiciarisation de l'action publique qui fait encourir un risque pénal personnel à de nombreux agents du service public. C'est la même chose, je crois, pour les élus locaux. Et que son origine soit nationale ou européenne, ce processus engendre une inflation des fonctions d'inspection et de contrôle. On le dénonce souvent dans les services de l'État, trop d'inspection et de contrôle, pas assez de conseils et de facilitation, mais il faut aller à l'origine de cette dérive. Par ailleurs, évidemment, il y a une réflexion à mener sur le périmètre même de l'action publique, mais c'est une autre affaire. Voilà, je vous remercie.